Petite différence par rapport à d'habitude, c'est une nouvelle. Avant de commencer, laissez-moi simplement vous dire que je me suis enquis au préalable du sujet de vos recherches et qu'il m'apparaît fort audacieux de tenter d'effectuer un tel travail de recensement, déjà, mais que de parvenir à l'expliquer relèverait d'un miracle plus inouï encore. Néanmoins, puisque je ne suis point tenu de vous soutenir dans vos démarches plus amplement qu'en ne vous faisant simplement part du récit qui est mien, je me contenterai d'obtempérer et vous souhaiter par après la meilleure des chances. Il convient en effet qu'un homme aussi épris d'aventure que moi ait fini par faire face à des phénomènes relevant de l'étrange et du mystérieux. Je m'étais rendu dans une région du Canada où les habitants, de langue française, sont des gens simples et chaleureux. Quelques années plus tôt, cette région était encore une destination très prisée des autres riches touristes tels que moi, jusqu'à l'incendie de l'un des principaux complexes hôteliers de la région. Des hommes y venaient pêcher et chasser. Quant à moi, amoureux de la nature, toujours si saine et vivifiante, je saisissais chaque occasion d'arpenter les 1000 lieues de terre sauvage que ce beau pays a à offrir. C'était l'hiver donc, et je m'amusais à essayer ces chaussures de neige d'invention autochtone, cadres de bois au filet de cuir permettant de soutenir le pied et de prévenir l'empêtrement dans les neiges poudreuses qui recouvrent ces contrées. Mes jours allaient au rythme des crissements de la neige sous mes pas téméraires. Je ne m'arrêtais que pour 3 raisons possibles: contempler le paysage, manger ou m'établir pour la nuit. Je n'avais point de piste à suivre, mes seuls repères étant ma boussole et le soleil qui, en ce mois de janvier, semblait si lointain lors de ces jours où le ciel un peu parfait ne laissait pas soupçonner un froid si implacable, ou si timide lors des journées où, l'air pourtant plus chaud, les nuages s'amassaient et faisaient tomber une fine neige sur les bois. Et ce pays, croyez-moi, d'une richesse inimaginable pour le regard et d'une dureté égarement. Excusez. Là, je marchais sous les sapins, me frayant un chemin entre la neige du sol et celle qui fermait les branches des conifères, me donnant l'impression d'avoir pénétré quelques tunnels, voire les entrailles même de mère nature. Ailleurs, je gravissais le côté d'une colline, me dirigeant vers une avancée rocheuse, n'ayant pour me garder d'une chute fatale qu'un arbre maigre tel un étendard qui aurait marqué, avant un virage abrupt, la fin d'un monde que je venais de conquérir pour mieux me lancer vers le prochain. Et les rivières et les lacs, que de beauté glacée, qui ne s'ouvrent au regard que pour lancer un défi mortel, en vérité ces chutes magistrales couronnées de givre, étant des sirènes qui invitent l'homme à s'en approcher trop près pour y tomber et trouver la mort. Devant tant de majesté, mon cœur se relevait dans ma poitrine et je n'étais nullement importuné par tout l'attirail que je portais dans mon sac, le nécessaire pour mon expédition de quelques jours, afin de ne souffrir ni du froid ni de la faim. Les nuits étaient incertaines toutefois, et lorsque j'étais chanceux, je tombais sur quelques camps de bûcherons occupés par ces hommes au langage coloré, dont les expressions échappaient à ma connaissance suffisante de la langue française, grognant presque autant qu'ils ne parlent. Une bonne journée, j'en rencontrai 4 qui peinaient à œuvrer un attelage. Ils transportaient là une grande quantité de bio qu'ils amenaient à la rivière pour son transport par flottaison, mais les attaches faisaient défaut. Ils y allaient de leur juron si exotique qui, selon mes guides, était de nature religieuse, tandis que leur cheval, un animal immense et magnifique à la robe immaculée, semblait attendre avec une docilité exemplaire. Dans mon français approximatif, tenté par l'expérience, je leur demandai s'ils étaient dans le besoin d'une quelconque assistance, offre qu'ils déclinèrent bien rapidement. Je restai tout de même non loin de là afin de les observer. Ils s'interpellaient entre eux en faisant usage de surnoms. Le plus vieux se faisait appeler son Noir et avait pour véritable prénom Alphonse. Il donnait des ordres aux 3 autres, Tiblan, Baquet et Tika, de leurs noms Onésime, Adélard et Alexis. Le dernier semblait avoir tout juste 15 ans. Lorsque leur misère prit fin et que le traîneau se remit en chemin, je poursuivis ma route, content d'avoir pu assister à un tel événement de la vie commune de ces gens charmants. Bien vite, les cris et tabarnak firent place à mon fidèle compagnon de route, le son de la neige qui ployait et cassait sous mes pieds, et l'agitation des arbres dans la brise. Je marchai encore quelques heures avant que la lumière blanche du soleil ne prît une teinte dorée et que le ciel ne s'empourpre. En descendant dans une vallée, je fus surpris de trouver là un cheval. Il semblait identique à celui que j'avais vu utiliser comme animal de trait par les bûcherons. Il était là, dans un espacement qui ne semblait n'avoir été laissé là que pour lui, immobile. Je l'approchai doucement de face, tentant de lui parler pour le rassurer, de peur qu'il ne prenne la fuite. Lorsque je fus arrivé à sa hauteur, il releva légèrement la tête, comme pour me laisser lui caresser le nez. Mais voilà que le vent se mettait à agiter les branches des arbres autour de nous. Regardant autour, j'aurais jugé, pendant une fraction de seconde, avoir aperçu un visage qui me regardait entre les branches, une femme à l'air inquiet. Me retournant pour regarder à nouveau l'animal que j'essayais d'amadouer, je vis soudainement dans ses yeux luire une malice qui bien vite devint une expression de pure malveillance. J'étais saisi d'effroi, car j'avais alors compris que ce regard n'était pas celui d'une bête défiante, mais littéralement le regard d'un prédateur, et j'étais sa proie. Je savais à ce moment qu'il attendait de moi que je le touche. Je reculai ma main et l'animal se déchaîna. Se cabrant et hennissant, il menaça de me ruer, mais le vent se fit plus fort encore et les branches des arbres autour se secouèrent au point qu'il me parut qu'ils essayaient de le maintenir ou de le frapper. Et dans la confusion et l'agitation, il me semblait encore que partout autour de nous, des visages tordus et effrayants se formaient entre les troncs et les branches, et que des yeux froids et étranges luisaient dans les nœuds des arbres, comme si une bataille incompréhensible avait lieu ici. Le cheval fit volte-face et s'enfuit. Malgré la terreur que je venais de ressentir, j'entrepris de le poursuivre, mais au tournant d'un rocher, il s'évanouit dans la nature sans même laisser de traces dans une neige qui, pourtant, n'était ni tapée au point qu'on pût y marcher sans la marquer, ni poudreuse au point qu'elle ne remplit tout l'espace que nos pas venaient d'occuper. Inutile de dire que cette nuit-là, je ne trouvai que difficilement le sommeil, bien que j'eus trouvé un campement semblant abandonné, et où je pus sans problème faire un feu pour me chauffer. Le lendemain, j'arrivai enfin à un village. Dans la taverne de la place, j'y trouvai, accrochée sur un mur, une photographie qui attira mon regard. Presque immédiatement. Il s'agissait là d'Alphonse son Noir Thibault, Onésime Tiblan Fortin, Adélard Baquet Tremblay et Alexis Tika Blackburn. Je dis que j'avais croisé ces hommes hier. Un homme dans la trentaine, assis dans le coin de la pièce, me répliqua en riant que c'était impossible, puisque 3 d'entre eux étaient morts il y avait plus de 20 ans, et qu'il était le 4e. Le dévisageant, je vis qu'il disait vrai. Le garçon qui avait tout juste 15 ans se tenait là, désormais un homme. Il me raconta comment, ce jour maudit, plus de 2 décennies plus tôt, ils avaient trouvé un cheval fort aimable qu'ils avaient entrepris de mettre au travail en attendant de trouver son propriétaire légitime. Une fois près de la rivière, la bête, comme possédée du démon, se mit à piaffer et s'élança vers les eaux glacées. Et à ce moment-là, inexplicablement, les 3 hommes virent chacun l'un de leurs pieds être pris au piège dans les chaînes du traîneau. Ils périrent noyés et on repêcha leur corps, mais jamais celui du cheval. Alexis me dit être le seul à avoir survécu, parce que son grand-père, originaire d'Écosse, lui avait quelquefois parlé de la légende des Kelpies, des fées cruelles qui prennent la forme de chevaux et qui prennent plaisir à entraîner des hommes et à les chevaucher, pour ensuite les attirer vers une rivière où elles les noient.